Depuis le IXe siècle, le corps de l'apôtre Saint Jacques le Majeur reposait à Compostelle, ce qui faisait la fierté de la ville. La présence des restes de l'apôtre sur les terres de Saint-Jacques de Compostelle décida bientôt les rois de Léon et des Asturies d'en assurer la protection. La trouvaille de cette relique, de plus, marqua l'avènement du culte et du pèlerinage à Compostelle. Un pèlerinage dont le rayonnement au fil du temps ne sera plus seulement local, mais international, et qui brillera dans toute sa splendeur avec Diego Gelmírez. Diego Gelmírez, homme de génie et figure emblématique, représente comme personne l'esprit de Compostelle et du chemin de Saint-Jacques. D'autre part, des Torres de Oeste de Catoira, où le père de Gelmírez était tenente, et à l'ombre desquels notre protagoniste joua dans sa tendre enfance. À la cathédrale de Saint-Jacques et son imposante architecture, aux fenêtres de laquelle Gelmírez vit au sommet de son pouvoir les habitants de Compostelle se rebeller contre lui en 1117. Notre patrimoine monumental est étroitement lié à ce personnage. Quelques années auparavant, Gelmírez avait encouragé la construction de la plus parfaite des églises de pèlerinage dans une contrée lointaine située à l'ouest de l'Europe, avec le concours d'architectes et de tailleurs de pierre, venus de l'autre côté des Pyrénées mais aussi de la région. Ce qui définit le mieux cette prouesse architecturale, c'est le voyage, ou plutôt les voyages, que Gelmírez a fait avec la complicité de ses plus proches chanoines. Ils l'accompagneront dans sa marche, aux visées nettement politiques, et au fil du parcours, Gelmírez tentera de trouver des modèles artistiques pour donner un nouveau statut à Compostelle. Mais comment débute au juste cette histoire? Il faut remonter aux années 1090. À cette époque, le jeune Diego Gelmírez commence à travailler en tant qu'administrateur et vicaire de la seigneurie de l'église de Saint-Jacques. À la fin du XIe siècle, le siège de Compostelle fut laissé vacant et Diego Gelmírez semblait être le meilleur candidat pour l'occuper. Ainsi, pour y parvenir, il entreprit en 1100 un voyage à Saint-Pierre de Rome. En y étant nommé sous-diacre, il pourrait accéder à la dignité épiscopale. Gelmírez suit le chemin de pèlerinage en direction de la France. Même si nous ignorons quelles ont été les étapes exactes que lui et son cortège ont parcourues, l'intrépide Gelmírez a voyagé dans le plus strict anonymat de peur d'être capturé ou reconnu par l'évêque de Compostelle déchu Diego Peláez, qui vivait exilé à la cour de Pierre Ier d'Aragon et de Navarre et qui nourrissait encore l'espoir de récupérer sa place. À la cathédrale de Jaca, à la fin du XIe siècle, travaillait un atelier avec un vaste répertoire prônant le retour au classicisme, inspiré par l'Antiquité qui ensuite prendra consistance dans l'atelier de sculpture de la cathédrale de Saint-Jacques, comme le prouvent notamment les façades du transept, Platerías et la Porta Francígena. Comme la Via Tolosana, qui menait le cortège à Rome, passé par Toulouse, Gelmírez entra en contact avec l'atelier qui construisait et ornait alors la basilique de Saint-Sernin, une église qui répond, comme la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, aux caractéristiques du groupe des églises dites de pèlerinage. Ils eurent également la possibilité de contempler les travaux d'ornementation de la porte Miègeville, effectués par un atelier fortement inspiré par la sculpture romaine et dont l'influence se fera bientôt remarquer dans l'atelier de Gelmírez de Compostelle. En suivant la Via Francígena, notre protagoniste arrive à Lucques, où il rencontre l'archidiacre Grégoire, qui deviendra sous peu le cardinal de la basilique de San Crisógono in Trastevere de Rome. Dans la basilique actuelle, il reste encore les marques de la dévotion jacquaire. La mosaïque absidale de l'église supérieure représente la Vierge accompagnée du patron titulaire de l'église et de l'apôtre Saint-Jacques. Selon la tradition, la relique du bras gauche, offerte par Gelmírez, reposait dans le maître-autel. Gelmírez commanda à Grégoire une collection canonique dite le Polycarpus pour l'église de Saint-Jacques. C'est la dédicace qui ouvre le recueil qui nous apprend que Gelmírez lui avait demandé ce livre. Enfin, Diego Gelmírez arriva à Rome,
pour être nommé sous-diacre à Saint-Pierre du Vatican. Là-bas, prosterné devant le maître-autel de la basilique, il reçut les ordres sacrés. À son retour à Compostelle, il fut élu évêque, nommé par le pape Pascal II en 1101. Après ce voyage, il entreprend l'ornementation des façades du transept de la cathédrale, où apparaissent des évocations de Rome, notamment dans le Paradisus. Gelmírez, animé de l'ardent désir de transformer Compostelle en un centre de pèlerinage sans commune mesure, craignait cependant la concurrence du siège métropolitain de Braga. En 1102, il décida de visiter les possessions de la mitre de Compostelle au Portugal. Grâce à un don d'Alphonse III, les églises São Victor et São Fructuoso étaient sous son autorité. C'est grâce à l'Historia Compostelana, un texte de chronique que Gelmírez commanda à des personnes de confiance, que nous connaissons aujourd'hui l'existence de ce voyage. Au cours de ce périple, c'est Hugues, ami cher de Gelmírez, qui des années plus tard deviendra l'évêque de Porto et qui sera chargé de coucher sur le papier les fêtes auxquelles il aura lui-même assisté. À Braga, Gelmírez fut reçu en grande pompe par l'archevêque Giraldo, qui d'ailleurs l'accueillit dans son palais épiscopal. Une messe fut célébrée en la cathédrale, après quoi ils prirent congé pour se reposer. Le lendemain, il visita l'église São Victor et voyant les corps des saints martyrs abandonnés et dépourvus de culte, il projeta de les transférer à Compostelle. Après la célébration de la messe et épaulé de ses hommes de confiance, il décida de dérober les reliques. En creusant tout près de l'autel, le groupe découvrit une châsse en marbre qui contenait de petites boîtes en argent, recelant quelques reliques. Ils s'en emparèrent et se rendirent à l'église Santa Susana, non loin de là, où ils saisirent les corps de saint Cucufat, saint Sylvestre et de sainte Suzanne. 2 jours plus tard, ils se rendirent à l'église San Fructuoso, datant du 7e siècle, et fondée par saint Fructueux lui-même sous le patronage de saint Sauveur de Montelhos. Le saint avait été enterré dans le monastère qu'il fonda et sa mort avait marqué le début d'un fervent culte local qui fit connaître cette église dès le Xe siècle sous le nom de São Fructuoso de Montelhos. De nouveau, à la fin d'une messe, ils dérobèrent le corps du saint, proclamé déjà à cette époque patron du diocèse. À Cornellà, près de Braga, par peur d'être découvert, Gelmírez remit les reliques à l'un de ses archidiacres pour les porter à Tui. Mais en atteignant les rives du Minho, l'archidiacre vit que la tempête qui faisait rage avait rendu le fleuve tumultueux. Providentiellement, l'orage s'apesa avant l'arrivée des saintes reliques, ce qui permit de le traverser sans encombre. On y vit comme un signe divin venant d'approuver la translation des corps. À Tui, l'archidiacre transporta les reliques au monastère de Saint-Bartholomé aux abords de la bourgade. Elles furent, par la suite, portées à l'église San Pedro de Cela, fondée par saint Fructueux. Les reliques y furent vénérées pendant 10 jours en attendant le retour de Gelmírez du Portugal. Une fois réunis à Fela, ils partirent pour Golchide près de Lérez, d'où ils dépêchèrent des envoyés à Compostelle pour préparer l'arrivée des saintes reliques. C'est en grande pompe et avec une fastueuse cérémonie que le clerc et les habitants de Compostelle se dirigèrent jusqu'au Milladoiro pour accueillir les reliques. Ils ôtèrent ensuite leurs chaussures et se mirent tous à marcher pieds nus. Cette procession, aux airs pénitentiels, supposait la transformation de l'acte individuel du vol des reliques en un acte collectif, mêlant à la fois une intense dévotion religieuse et la fierté communautaire du peuple de Compostelle. Le corps de saint Fructueux fut gardé dans la chapelle de San Salvador, la chapelle centrale du déambulatoire, bien que 4 ans plus tard, il dut être transladé à une autre chapelle située dans le bras méridional du transept et connue dès lors sous le nom de chapelle San Fructuoso.
La chapelle de San Juan accueillit les restes de Saint Cucufat. Le corps de Saint Sylvestre fut situé dans la chapelle de San Pedro, dans la Girolles. Et les restes de Sainte Suzanne ne furent pas enterrés dans la cathédrale, probablement parce que les chapelles achevées manquaient. Le corps de la sainte fut porté à une église avoisinante, dédiée alors du Saint-Sépulcre et située dans un lieu dénommé d'après l'Historia Compostelana, Otero de Potros. Ainsi, le diocèse de Braga, en conflit avec celui de Saint-Jacques de Compostelle, fut-il privé des reliques auxquelles on vouait un grand culte local. C'est de cette manière que Gelmírez fournit à la cathédrale de nouveaux corps saints qui attirèrent plus encore, si c'était possible, les pèlerins. Quelques années plus tard, Gelmírez décida d'entreprendre un deuxième voyage à Rome afin que soient conférées de nouvelles dignités au siège jacquaire. L'Historia Compostelana retrace également ce périple. Le récit commence par admettre que l'objectif de ce voyage était de recevoir du pape le pallium pour les évêques de Compostelle. Il s'agissait d'une sorte d'étole qui investissait les évêques d'une autorité particulière. Aussi, Gelmírez était-il à un pas de réaliser son rêve, être nommé archevêque. Diego Gelmírez, accompagné de sa suite, se rendit tout d'abord à Tierra de Campos pour faire part de son objectif au roi Alphonse VI qui lui donna son approbation. Quand il eut quitté la cour, il se dirigea à Burgos où il fut reçu en grande pompe par l'évêque Garcia. Il continua son chemin, franchit les Pyrénées et en suivant la Via Tolosana, il arriva à Auch où il fut accueilli par l'archevêque. Gelmírez rejoignit ensuite Toulouse, ville qu'il connaissait déjà et où il fut reçu avec tous les honneurs. Il y apprendra que les ennemis d'Alphonse VI, sûrement les Aragonais, se préparaient à lui tendre une embuscade. Obligé de changer de parcours, il suivra alors la Via Podensis jusqu'au monastère de Saint-Pierre de Moissac, où il sera à nouveau bien accueilli par la communauté et où il pourra contempler le magnifique cloître franchement achevé. Les supérieurs du monastère l'accompagnèrent jusqu'à Cahors, où il fut reçu par l'évêque. Probablement, en suivant la Via Podensis, il arriva au célèbre sanctuaire de Conques, où l'on rendait culte à la martyre Sainte Foy. L'église de Conques, qui est la plus ancienne église de pèlerinage, ressemble fort à la cathédrale de Saint-Jacques. D'ailleurs, des sculpteurs de Conques taillent certainement à cette époque les ornements du transept et des façades de la cathédrale de Saint-Jacques. Uzerche fut leur suivante halte. Ils y entrèrent pour ensuite emprunter la Via Lemosina qui les conduira à Limoges. Gelmírez et sa suite y visiteront la basilique de Saint-Martial de Limoges, un des hauts lieux du pèlerinage qui jalonnait les chemins de Saint-Jacques. De Limoges, ils partirent pour Cluny, mais chemin faisant, ils s'arrêtèrent à la collégiale de Saint-Léonard de Noblat. Ils reprirent leur marche pour faire une nouvelle halte au monastère de Sainte-Valérie. Ils arrivèrent enfin à Cluny, où Gelmírez fut magnifiquement reçu par la grande congrégation du monastère. Il demanda conseil au vénérable abbé Hugues de ses prétentions. Ce dernier tint un discours transcrit dans l'Historia Compostelana, où il dit à Gelmírez que pour obtenir le pallium, il aurait à surmonter bon nombre d'obstacles à Rome, mais qu'il ne devait pas pour autant renoncer à y aller et qu'il faudrait insister pour réaliser son objectif.
Gelmírez et sa suite quittèrent Cluny et traversèrent les vallées de la Maurienne en direction de Suse, où Gelmírez réussit à éviter les troupes de l'empereur Henri IV déguisées en soldats. Elles attaquaient tous ceux qui allaient voir le pape. Une fois à Rome, il fallut à Gelmírez 10 jours pour effectuer les démarches nécessaires à la concession du pallium dans la cité papale. Il lui sera finalement conféré au cours d'une cérémonie tenue en la basilique San Lorenzo fuori le Mura. À son retour de ce long voyage, Gelmírez consacra finalement le maître-autel de la cathédrale de Saint-Jacques, ainsi que la plupart des chapelles du chœur. Cette deuxième visite à Rome eut une conséquence directe dans la création d'un mobilier d'autel et d'une confessio pour les pèlerins inspirée de celle des basiliques romaines. Le pontificat de Diego Gelmírez dura jusqu'en 1140. Pendant cette longue période, il comptera sur le soutien de plusieurs papes, notamment Calixte II, grâce auquel, le 27 février 1120, Compostelle devient enfin une métropole. Avec ces 3 voyages, Gelmírez est parvenu à réaliser ce qui semblait impossible, faire de Saint-Jacques de Compostelle, avec Rome et Jérusalem, un des 3 lieux de pèlerinage majeurs de la chrétienté.